Bonsoir à tous et bienvenue dans Voyage au bout de la nuit sur C8 pour de nouvelles aventures littéraires. Je suis là ce soir pour vous lire Les Voyages de Gulliver de Jonathan Swift, publié en 1735. La lecture est déjà commencée, n'hésitez pas à retrouver les autres passages en replay. Nous en sommes dans le voyage 1, le voyage à Lilliput, et Gulliver s'apprête à quitter cette île. Alors à travers les voyages de Gulliver, bien sûr, c'est le monde qui entoure l'auteur, qui entoure Jonathan Swift, qu'il critique. C'est vraiment le monde qui est finalement tout proche de lui et pas du tout imaginaire. Et c'était Walter Scott qui disait que le voyage à Lilliput est une allusion à la cour et à la politique d'Angleterre, justement. Puis ensuite, dans le second voyage, dans le voyage à Broad in Bag, Gulliver se retrouve au pays des géants. Et là, la satire est beaucoup plus large et il va vraiment tourner en dérision tous les jugements, les sentiments et les actions des humains. En général, on fait lire cette œuvre à des enfants qu'on considère un peu comme un conte de fées, comme un conte d'apprentissage. Mais pas du tout en fait. C'est une œuvre qui se lit vraiment, qui est faite pour être lue par des adultes. Et finalement, on a vraiment un ton de triste et amer ironie. Et c'est là que Swift était très proche dans ses idées et dans son écriture de Voltaire. Et d'ailleurs, ils se sont rencontrés plusieurs fois et Voltaire admirait et aimait beaucoup l'œuvre de Swift. Et l'homme également. Et on va continuer tout de suite cette lecture. Restez avec moi et puis n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN sur Facebook, Twitter ou même Instagram. Le vent était toujours favorable, et je fis route dans la même direction que la veille, m'orientant grâce à ma boussole. Mon dessein était d'atteindre, si je le pouvais, une de ces îles que j'avais quelques raisons de croire situées au nord-est de la terre Van Diemen. Je naviguai tout le jour sans rien voir, mais le lendemain, vers 3 heures de l'après-midi, étant, d'après mes calculs, à environ 24 lieues de Blefuscu, j'aperçus une voile faisant route vers le sud-est. J'allais moi-même droit vers l'est. Je hélai le navire, mais sans obtenir de réponse. Cependant, je vis bientôt que je m'en rapprochais, car le vent mollissait. Je mis tout ce que j'avais de voile, et une demi-heure plus tard, on m'aperçut. Le navire tira un coup de canon et hissa son pavillon. La joie que je ressentis à me dire tout à coup que j'allais revoir mon pays bien-aimé et les êtres chers que j'y avais laissés était vraiment inexprimable. Le navire mollit les voiles, et je l'abordai entre 5 et 6 heures du soir, le 26 septembre. À la vue du pavillon britannique, je sentis battre mon cœur. Je mis dans les poches de mon habit mes vaches et mes moutons, et montai à bord avec toute ma petite cargaison de vivres. Le vaisseau était un grand marchand anglais, qui revenait du Japon par la route maritime nord-sud, sous les ordres du capitaine John Biddle de Deptford, un homme des plus courtois et un excellent marin. Nous nous trouvions alors par 30 degrés de latitude sud et il y avait à bord environ 50 hommes, parmi lesquels je retrouvai un vieux camarade nommé Peter Williams qui me recommanda chaleureusement au capitaine. Celui-ci se montra très aimable et me pria de lui dire d'où je venais et où je comptais me rendre. Je fis donc un bref récit de mes aventures, mais il crut que je divaguais et que les dangers que j'avais courus m'avaient dérangé la tête. Sur quoi je tirai de ma poche mes moutons et mes vaches noires, qui l'emplirent d'étonnement, mais le convainquirent aussi de ma véracité. Ensuite, je lui montrai l'or que m'avait donné l'empereur de Blefuscu, et le portai aux pieds de sa majesté, ainsi que d'autres curiosités de ce pays. Je lui donnai 2 bourses de 200 sprugs et promis qu'à mon arrivée en Angleterre, je lui ferais présent d'une vache et d'une brebis pleine. J'épargnerai au lecteur le récit détaillé de ce voyage, qui fut dans l'ensemble très heureux. Nous arrivâmes en vue des Downs le 13 avril 1702. Le seul incident fâcheux fut la perte d'une brebis que les rats du bord m'enlevèrent et dont je retrouvai la carcasse dans un trou, nettoyée jusqu'à l'os. Mais je débarquai sans encombre toutes mes autres pièces de bétail et les mis à paître sur le Bull Green de Greenwich, où elles se mirent à brouter de fort bon appétit, contrairement à mes appréhensions, car le gazon est là d'une finesse extrême. Elles n'auraient probablement pas supporté la fatigue de leur très long voyage si le capitaine ne m'avait donné de ses meilleurs biscuits qui, réduits en poudre et délayés dans de l'eau,
furent leur seule nourriture à bord. Pendant le peu de temps que je passais en Angleterre, je gagnais des sommes considérables à montrer mes petits animaux aux gens de qualité et autres amateurs. Et, avant d'entreprendre mon deuxième grand voyage, je les vendis 600 livres. À mon dernier retour, j'ai trouvé que leur nombre s'était considérablement accru, surtout celui des moutons dont j'espère qu'ils seront d'un grand profit pour nos manufactures, à cause de la finesse de leur toison. Je n'ai resté que 2 mois avec ma femme et ma famille. Mon insatiable goût des voyages ne me laissa pas un plus long repos. Je laissai à ma femme 1500 livres sterling et l'établis dans une bonne maison à Redriff. J'emportai avec moi le reste de ma fortune, tant en argent qu'en marchandises, dans l'espoir de m'enrichir un peu. Le plus âgé de mes oncles, John, m'avait laissé des terres près d'Epping, qui rapportaient 30 livres de rente. À Fetter Lane, j'avais en bail à long terme l'auberge du Taureau Noir qui en donnait autant. Aussi, je ne craignais pas de laisser ma famille en charge à la paroisse. Mon fils, qui s'appelle Johnny, comme son grand-oncle, allait au collège et se montrait fort docile. Ma fille Betty, qui fit depuis un beau mariage et qui est mère de famille, apprenait alors à coudre et à broder. Je fis mes adieux à ma femme, à mon fils et à ma fille, et il y eut quelques pleurs versés des 2 côtés. Puis je m'embarquai sur l'Aventure, marchant de 300 tonneaux, en partance pour Surat, sous le commandement du capitaine John Nicholas de Liverpool. C'est le récit de ce voyage qui fournira la 2e partie du présent ouvrage. Donc là, vous l'avez compris, fini le voyage à Lilliput, il n'y a plus de Lilliputiens. Cette fois-ci, on part en voyage à Brod-Dignag. Et là, je ne vous en dis pas plus, restez avec moi pour connaître la suite. Chapitre 1. Description d'une grande tempête. La chaloupe va à terre pour faire de l'eau. L'auteur s'y rend aussi afin d'explorer le pays. Laissé sur le rivage, il est capturé par un indigène et transporté dans une ferme. Comment il est reçu et quelles aventures lui arrivent. Description des habitants. La nature et le destin m'avaient condamné à une vie agitée et sans repos. 2 mois après mon retour, je quittai de nouveau ma terre natale et m'embarquai au Downs le 20 juin 1702 sur l'Aventure, en partance pour Surat, sous le commandement d'un Cornouaillais, le capitaine John Nicholas. Le vent nous fut très favorable jusqu'au cap de Bonne-Espérance, où nous mouillâmes pour faire de l'eau. La découverte d'une voie d'eau nous obligea à y débarquer nos marchandises et à y passer l'hiver. Car notre capitaine ayant eu les fièvres, nous ne pûmes quitter le cap avant la fin mars. Nous remîmes alors la voile et nous fîmes bonne route jusqu'au-delà du détroit de Madagascar. Mais à peine étions-nous au nord de cette île, par 50 degrés de latitude sud, que les vents, on sait pourtant que dans ces mers il y a de bons alizés réguliers du nord-ouest, depuis décembre jusqu'au début de mai, se mirent à souffler avec une plus grande violence et bien plus de l'ouest que d'habitude, pendant 20 jours sans discontinuer, ce qui nous fit dériver jusqu'à un point situé un peu à l'est des îles Mollusques, à 3 degrés environ au nord de l'équateur comme l'établit notre capitaine, qui fit le point le 2 mai. Ce jour-là, le vent tomba et il se fit un calme absolu dont je me réjouis fort. Mais le capitaine, qui avait une grande expérience de la navigation dans ces mers, nous enjoignit de nous préparer tous à affronter une tempête. Celle-ci, effectivement, se déclara le jour suivant, car il s'était levé ce vent du sud que l'on nomme la mousson. Prévoyant que le vent allait fraîchir, nous serrâmes la voile de Beaupré et nous nous préparâmes à descendre la voile de Misaine. Le temps était si mauvais que nous attachâmes tous les canons et serrâmes la voile d'artimon. Le bateau courait grand largue. Aussi jugeâmes-nous préférable de passer vent arrière plutôt que mettre à la cape ou de naviguer à sec de toile. Nous prîmes des rilles à la voile de Misaine, les bordâmes et bordâmes les écoutes. La barre était toute au vent et le navire gouvernait bien. Nous tournâmes la manœuvre du petit phoque, mais la voile se déchira et nous l'affalâmes, amenant en même temps la grande vergue et, après avoir degréé totalement la voile, nous la remisâmes. La tempête faisait rage, et des vagues menaçantes se brisaient sauvagement les unes contre les autres. En halant dur sur le radan du timon, nous aidâmes le timonier à la barre. Nous ne voulions pas amener le grand mât de une et nous le laissâmes tout gréer,
car le vaisseau se gouvernait bien et nous savions qu'il était ainsi plus à l'aise et sans risque pour nous, puisque nous avions de l'eau à courir. La tempête finie, on établit la misaine et la grand-voile et on mit le bateau debout au vent. On établit alors l'artimon, le grand et le petit hunier, et on gouverna est-nord-est, le vent soufflant du sud-est. Nous fixâmes les armures à tribord, nous débarrâmes nos balancines et nos bras de vergue du côté du vent, fixâmes les bras de vergue sous le vent, déhalâmes les boulines et les amarres solidement, mirent l'armure de misaine devant le vent, et tînmes le navire le plus près du vent que nous pûmes. Pendant cette tempête, qui fut suivie d'un vent violent ouest-sud-ouest, nous fûmes poussés d'au moins 500 lieues vers l'est d'après mes calculs, de sorte que notre plus vieux loup de mer n'aurait pu dire en quelle partie du monde nous nous trouvions. Les provisions ne manquaient pas, le vaisseau était parfaitement étanche et l'équipage en bonne santé, mais l'eau nous faisait cruellement défaut. Il nous parut plus sage de poursuivre la même route plutôt que d'obliquer vers le nord, ce qui eût risqué de nous mener au nord-ouest de la Grande Tartarie et dans les mers glaciales. Le 16 juin 1703, un mousse découvrit une terre du haut du Perroquet. Le 17, nous nous trouvions en vue d'une grande île ou d'un continent, nous ne pouvions pas le savoir, dont la rive sud formait un mince promontoire avançant vers la mer et une baie trop peu profonde pour un vaisseau de plus de 100 tonneaux. Nous jetâmes l'ancre à une lieue de cette baie, et notre capitaine envoya 12 hommes bien armés dans la chaloupe, avec des tonneaux pour les remplir d'eau, s'il s'en pouvait trouver. Je lui demandai la permission de les accompagner afin de voir ce pays et d'y faire autant de découvertes que je pourrais. En accostant, nous ne vîmes ni source ni rivière, ni trace d'habitants. Nos hommes longèrent le rivage à la recherche d'eau douce près de la mer, et moi je partis seul de l'autre côté. Je marchai dans ce pays qui me parut aride et rocailleux pendant 1 mille environ, puis, me sentant fatigué et n'observant rien qui pût contenter ma curiosité, je redescendis doucement vers la baie. Je dominais toute la mer, et voici que j'aperçus nos hommes déjà tous embarqués sur la chaloupe et ramant à corps perdu. J'étais sur le point de les héler, sans grande chance d'être entendu, quand je remarquai un être gigantesque qui les poursuivait dans la mer aussi vite qu'il pouvait. L'eau ne lui venait guère qu'aux genoux, et ses enjambées étaient prodigieuses, mais nos gens avaient une demi-lieue d'avance, et comme la mer était à cet endroit pleine de rochers pointus, le géant ne parvint pas à rattraper la chaloupe. Tout ceci, on me le raconta plus tard, car je n'osais point attendre l'issue de cette aventure, et je me sauvai à toutes jambes dans la direction que j'avais d'abord prise, puis grimpai sur une colline escarpée d'où la vue s'étendait sur une partie du pays. Je vis qu'il était entièrement cultivé, et ce qui me frappa surtout, ce fut la hauteur de l'herbe qui, dans ce qui semblait être des prairies fourragères, atteignait 20 pieds. Je tombai sur une grande route. C'est ainsi que j'identifiai une voie de communication qui n'était en réalité qu'un sentier, utilisé par les gens du pays pour traverser un champ d'orge. J'y cheminai quelque temps sans rien voir des deux côtés, car le temps de la moisson était proche, et les épis s'élevaient à peu près de 40 pieds. Il me fallut 1 heure pour atteindre l'extrémité du champ, qui était enclos d'une haie vive d'au moins 120 pieds de haut et d'arbres si grands qu'il me parut impossible d'en supputer la hauteur. Pour passer de ce champ suivant, on enjambait la haie par un échalier de 4 marches, surmonté d'une grosse dalle. Pour moi, il m'était impossible de gravir cet échalier, car les marches avaient bien 6 pieds de haut, et la pierre du fait plus de 20. J'en étais à chercher une brèche dans la haie, quand je vis s'avancer vers le passage, venu du champ d'en face, un indigène aussi immense que celui que j'avais vu dans la mer à la poursuite de notre chaloupe. Il me parut de la taille d'une flèche de clocher ordinaire et faisait des enjambées de 10 yards, autant que j'ai pu juger. Frappé d'une terreur et d'une surprise extrême, je courus me cacher dans le blé, d'où je le vis, du haut de l'échalier, se retourner vers le champ de droite, et je l'entendis appeler d'une voix bien plus retentissante que si elle fût sortie de sa propre voix. Mais les sons qu'il émettait venaient de si haut dans l'air que j'aurais d'abord juré entendre le tonnerre. Là-dessus, s'avancèrent vers lui 7 monstres semblables à lui-même, portant à la main des faucilles, dont chacune équivalait à 6 de nos faux. Ces gens étaient moins bien vêtus que le premier,
dont ils semblaient être les serviteurs ou les ouvriers, car sur certaines paroles qu'il leur dit, ils s'en allèrent moissonner le champ où je me trouvais. J'essayais de garder toute la distance possible entre eux et moi, mais je me déplaçais avec la plus grande difficulté. Les tiges du blé étaient si serrées, souvent à moins d'un pied les unes des autres, que j'avais du mal à me glisser à travers elles. Je réussissais pourtant à avancer, mais finalement je butais sur des épis qui avaient été couchés par le vent et la pluie. Là, il me fut impossible de faire un pas de plus, car les tiges étaient tellement entrelacées que je ne parvenais pas à me faufiler entre elles, entre les barbes des épis tombés et celles qui étaient si dures et si pointues qu'elles traversaient mes vêtements et m'entraient dans la chair. En même temps, j'entendais les moissonneurs à moins de 50 toises de moi. Épuisé par ces efforts et totalement réduit au désespoir, je me couchais entre deux sillons, en souhaitant de tout mon cœur y terminer mes jours. Tout en plaignant ma veuve désolée et mes enfants sans père, je déplorais ma propre folie et mon obstination à entreprendre ce deuxième voyage en dépit des conseils de tous mes parents et amis. Dans une terrible agitation d'esprit, je ne pouvais m'empêcher de penser à Lilliput, dont les habitants m'avaient considéré comme le plus grand prodige qui eût jamais apparu sur la terre, et où je pouvais remorquer d'une seule main toute une escadre de la flotte impériale, accomplissant 1000 exploits dont on perpétuait le souvenir dans les chroniques de cet empire, et que la postérité aura grand-peine à croire malgré le témoignage d'une nation entière. Je songeais à l'humiliation que ce serait pour moi d'apparaître en ce pays-ci, aussi insignifiant que le serait un Lilliputien isolé parmi nous. Mais je compris bien que c'était là le moindre de mes malheurs, car si l'on a pu observer que la cruauté et la sauvagerie des hommes sont proportionnées à leur taille, quel sort m'attendait donc, sinon de n'être bientôt plus qu'une bouchée sous la dent du premier de ces barbares gigantesques qui s'empareraient de moi. Sans aucun doute, les philosophes ont raison de nous dire que rien n'est grand ni petit que par comparaison. Peut-être pourrait-il plaire un jour à la fortune de découvrir aux Lilliputiens un peuple aussi minuscule par rapport à eux qu'il l'était par rapport à moi? Et qui sait si la race de ces mortels gigantesques elle-même n'apparaîtrait pas lilliputienne à son tour en quelque lointain pays du monde que nous n'avons pas encore découvert? En dépit de mon épouvante et de ma confusion d'esprit, je ne pouvais m'empêcher de poursuivre ces réflexions quand un des moissonneurs s'approcha à moins de 5 toises du rebord de sillon où je me trouvais. Je me dis que, s'il faisait un pas de plus, j'allais périr écrasé sous son pied ou coupé en deux par sa faucille. Je me mis donc, au moment où il allait bouger, à hurler avec toute la force que me donnait la terreur. Le géant s'arrêta net et, après avoir cherché à ses pieds quelques instants, il m'aperçut couché par terre. Il m'observa d'abord avec méfiance, comme quelqu'un qui s'apprête à mettre la main sur une petite bête dangereuse et veut éviter de se faire griffer ou mordre. C'est ainsi que je procédais moi-même en Angleterre avec les belettes. Enfin, il s'enhardit à me saisir par le milieu du corps entre le pouce et l'index et m'éleva à 3 yards de ses yeux pour examiner soigneusement mon aspect. Je compris ce qu'il voulait faire et j'eus la chance de garder assez de présence d'esprit pour ne pas me débattre, tandis qu'il me tenait en l'air à plus de 60 pieds du sol en me serrant horriblement les côtes pour ne pas me laisser glisser entre ses doigts. Voilà, c'est sur ce suspense intenable que s'achève cette édition de Voyage au bout de la nuit. C'était les voyages de Gulliver de Jonathan Swift. Et nous en sommes dans la partie 2, le voyage à Brobdingnag, où Gulliver se retrouve au milieu d'une île de géants et on ne sait quel malheur va encore lui arriver. N'hésitez pas à retrouver en replay le premier voyage de Gulliver, voyage à Lilliput avec les Lilliputiens, lu par Angèle et moi également. Retrouvez-nous en replay. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures littéraires. Restez avec moi, ciao.